Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 4e étape du Tour de France. Et puis en fin de vidéo, on parlera également du Tour d'Italie féminin où ça a été animé aujourd'hui du côté du Tour d'Italie féminin avec une chute dans le final. On y reviendra. On regardera bien entendu bilan des Bleus, top, flop comme d'habitude du côté de cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui font l'effort de le faire. On commence tout de suite avec l'étape du jour entre Amiens et Rouen. Une étape qui nous a donné une dernière demi-heure de course extrêmement intense, notamment avec ce duel entre Pogačar et Vingegaard. C'était un peu à couper le souffle, voilà, cette dernière demi-heure. Sinon, pour le reste, c'est vrai qu'on est resté... je suis resté un peu plus sur ma faim, voilà, du côté de cette journée, mais ce moment-là a été très intéressant du côté de la course. Bon, on va revenir sur l'étape d'hier et sur les différentes choses qui se sont déroulées et surtout sur les sanctions. Du côté de ce qui s'est passé hier, moi j'ai bien aimé l'attitude du manager de la Alpecin qui a dit que voilà, c'est le cyclisme, en gros ça peut arriver ce genre de chute pour Philipsen. Qui blâmait pas à l'extrême Brian Cocard. On sentait hier que Brian Cocard était affecté. J'ai eu un peu plus de mal avec l'attitude de Jonas Rickard. Jonas Rickard qui a critiqué énormément Brian Cocard. Je pense que certains des fois devraient balayer devant leur porte parce que Jonas Rickard c'est le même qui dans le final de l'étape hier regarde dans son dos pour savoir s'il y a son leader, ce qui est extrêmement dangereux dans les 3 derniers kilomètres. Donc c'est un peu comme quand Milan se plaint de Girmay, voilà, et à un moment il faut un petit peu balayer devant sa porte et faudrait surtout avoir du recul sur ce que l'on fait. Et je pense que certains coureurs n'ont pas beaucoup de recul sur leur attitude et se croient des génies alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Du côté de la sanction de l'UCI, je trouve que c'est extrêmement sévère le carton jaune. Parce que pour moi, en fait, on sanctionne les conséquences et pas l'action en elle-même. On sanctionne les conséquences. Oui, les conséquences sont terribles. Abandon de Philipsen. Sauf que, normalement, un juge, par exemple, et un commissaire arbitre est un juge. Normalement, un juge ne sanctionne pas plus sévèrement un meurtre. Si vous avez tué, je ne sais pas... Pamela Anderson, vous n'allez pas prendre plus cher normalement dans un tribunal que si vous avez tué n'importe quel pécor. Si vous l'avez tué de la même manière, avec les mêmes circonstances aggravantes. Voilà. Et bien, normalement, un juge arbitre, que ça soit si Philipsen est tombé ou si, je ne sais pas, Paul Penouet est tombé, il doit réfléchir de la même manière. Là, j'ai l'impression quand même qu'on sanctionne d'un carton jaune, 500 francs suisses, 13 points au niveau du classement du maillot vert. Mais ce carton jaune, j'ai l'impression quand même qu'on le donne parce que c'est la chute de Philipsen et parce qu'on a peur ensuite que du côté de Twitter, que du côté de certains fans belges, on reproche à l'UCI de ne pas avoir sanctionné assez durement. Sauf que je rappelle que les cartons jaunes normalement doivent sanctionner des fautes majeures. Pour moi, l'erreur de Cocard, il fait une erreur, mais ce n'est pas une erreur majeure. Donc pour moi, il dévie de sa trajectoire, il dévie un peu sur la droite du côté de sa trajectoire, mais pour moi, ce n'est pas une action déjà faite exprès, tout d'abord, et deuxièmement, cette déviation est extrêmement légère. Et si ça n'avait pas été Brian Cocard, mais si c'est Jonathan Milan face à Lorenz Rex, en gros... Jonathan Milan, il ne se retrouve pas désarçonné par Lorenz Rex. C'est aussi le gabarit de Brian Cocard qui a fait qu'il a été désarçonné au contact de Lorenz Rex.
Et pour moi, on sanctionne, on va dire, les conséquences, c'est-à-dire l'abandon de Philipson et cette fracture de la clavicule. Il a également une côte pétée. Je pensais que ça serait pire que la clavicule. Alors c'est peut-être une grosse fracture de la clavicule. Savoir qu'il y a peut-être des placements dans cette fracture, mais je dirais qu'il s'en sort plutôt bien, parce que je pensais que l'omoplate était touché également, vu comment l'épaule était entièrement râpée. Mais pour moi, on a sanctionné les conséquences de la chute et pas l'action en elle-même. Pour moi, l'action en elle-même ne justifie pas un carton jaune et ne justifie pas 500 francs suisses aussi. Je pense qu'on a été très sévère. Qu'il y ait des sanctions au niveau des points du maillot vert, oui. Moi, je pense que ça, on peut le mettre. Parce qu'il a perturbé le bon déroulement du sprint au final. Donc il a gêné le bon déroulement du sprint intermédiaire. Par contre, pour le reste, moi, je ne suis pas d'accord. Et je trouve surtout que le carton jaune est extrêmement sévère. Normalement, le carton jaune, ça doit être pour des fautes majeures. Et là, pour moi, il dévie légèrement de sa trajectoire. Après, c'est pas comme si sur le dernier Dauphiné, il y a un carton jaune pour moi de Janière. Je comprends pas du tout non plus le déclassement de Janière et son carton jaune. Donc voilà, il y a des choses comme ça où parfois il va falloir quand même m'expliquer légèrement du côté de l'UCI. Et le problème, c'est que contrairement à la FIA où de temps en temps on va expliquer des décisions litigieuses ou des décisions importantes, les commissaires de la FIA le font maintenant. Ils disent bon, bah, on a décidé de sanctionner ce pilote-là parce qu'il y avait eu telle ou telle erreur. Quand c'est des trucs un peu techniques, ils n'hésitent pas à parler aux journalistes. Les commissaires de l'UCI, les journalistes, ils les fuient. Comme ça, les demandes d'interview, ils doivent les fuir. Ce qui fait qu'on a juste le communiqué, le bilan médical et le bilan des sanctions. Mais on n'a pas beaucoup d'informations à part carton jaune. Donc ça, c'est un petit peu dommageable, je trouve. Il y a un autre coureur qui a pris jaune, il y a Tuns et Van Poppel. Et Van Poppel, c'est son 3e carton jaune. Et je rappelle que s'il en prend 6 dans l'année, il en est déjà 3 cette saison, il aura 1 mois de suspension. C'est ça le règlement. J'avais un doute entre 6 et 7. Non, c'est au 6e jaune que vous avez la suspension. Voilà, donc du côté des sanctions d'hier sur la chute, en sachant qu'hier, sur la chute de Penwet, je crois que personne n'a pris. Alors que on aurait pu mettre une sanction pécuniaire sur cette action-là. On passe tout de suite au résumé du jour, le résumé de cette étape numéro 4. Eh bien, une échappée qui s'est formée assez rapidement. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'ambition de la part de certains coureurs. Alors, certains coureurs devraient également se dire quand même, après je sais que c'est des décisions parfois dans les briefings de course, mais quand on est 35 dans une échappée et que tu es le premier coureur à être lâché d'une échappée en montagne, on ne retient pas vraiment ton nom sur ce Tour de France. Donc pour éviter d'être l'homme invisible, parfois prendre des échappées sur les étapes de plat, ça peut avoir un intérêt. Ça commence dès le kilomètre 2, je crois, avec l'attaque de Martinez avec Jonas Abrahamsson. Ils vont être suivis quelques kilomètres après par Gachignard. Et puis il va falloir attendre encore une vingtaine de kilomètres, 157 km de l'arrivée, pour que Asgreen arrive. On se retrouve donc avec 4 hommes qui vont avoir 2 minutes 15 d'avance au maximum dans cette échappée. L'écart qui va tourner pendant très longtemps autour de 2 minutes, encore à 82 km de l'arrivée. Et c'est Sylvain Didier qui fait un énorme travail aujourd'hui pour limiter l'écart. À 52 km de l'arrivée, nous avons une chute avec Matteo Vercher qui va tomber assez sévèrement. On pense même pendant un moment qu'il ne va pas repartir. Il a fini l'étape. Il est impliqué avec Fedorov et Sepp Kuss également dans cette chute, mais Sepp Kuss est quasiment pas tombé. Et à ce moment-là, le peloton a 1,46 d'avance de retard sur les échappées. On arrive à la côte Jacques-Anquetil. À ce moment-là, c'est Kasper Asgreen qui prend le point. Et puis ensuite, il va y avoir quelques attaques. On a déjà une accélération à ce moment-là de Martinez. Et Martinez va réussir à partir en solitaire. Mais à ce moment-là, l'écart est déjà minime par rapport au peloton qui roule à faible allure. À 27 km de l'arrivée, mauvaise nouvelle, avec des problèmes techniques pour Alaphilippe, pour Benelli
également, ce qui nous élimine quand même des coureurs qui auraient pu animer la fin d'étape. Et puis, on a une chute à 25 km de l'arrivée. Pour moi, à cause d'un danger mal signalé et mal anticipé, voilà, il y a un rétrécissement à ce moment-là dans la course, c'est-à-dire qu'on arrive sur un rond-point et il faut partir seulement d'un côté. Donc, ce qui fait que les organisateurs ont décidé de rétrécir la voie au niveau du rond-point pour que personne parte sur la gauche et fasse tout le tour du rond-point. Donc, on canalise tout le monde vers la voie de droite, donc côté terre-plein central, droite. Donc, on passe d'une deux voies à une voie. Sauf que pour faire ça, on a fait seulement, on va dire, comment dire, les bandes, enfin pas les banderoles, les polos, on les a mis en rond, comme ça. On les a mis, ça fait un arrondi, les plots. Ce qui fait que ça fait un stop très violent. Il n'y a pas de progressivité. Moi, ce que j'aurais aimé au niveau des plots, c'est qu'on fasse une rampe de plots pour que ça rétrécisse progressivement la route. Là, ça rétrécit la route, on passe de deux voies à une voie, mais d'un coup, on a genre 10 mètres pour passer de deux voies à une voie. Forcément, dans ce genre de cas, les 20 premiers le voient. Alors, les premiers vont indiquer le danger, sauf qu'au bout du 30e, le danger est plus indiqué parce que c'est comme ça dans le peloton moderne. Donc, en gros, ça chute au niveau du 40e, 50e coureur parce qu'il ne voit pas le danger et que quand il voit le danger, on met un gros coup de frein, sauf qu'avec les freins à disque, tout le monde s'empile dans ce genre de situation. Et là, je trouve qu'on a mal géré la situation parce que moi, j'aurais aimé une rampe et surtout, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de signaleur. J'ai pas entendu de bruit, j'ai pas entendu de coup de sifflet à cet endroit-là sur cette chute qui aurait pu avoir des conséquences très graves. Donc, je trouve que là, en termes de sécurité, on a été très léger du côté d'ASO. À 22 km de l'arrivée, Martinez, qui était donc en solitaire depuis une bonne quinzaine de kilomètres, est repris. Et puis donc Benelli lâché. Alors il va revenir à un moment comme à la Philippe, mais ils vont être relâchés sur la fin. 12 km de l'arrivée, alors que Visma et UAE se partagent un petit peu le leadership du peloton. Un coup, c'est UAE qui accélère. Et puis quand UAE commence à ralentir le rythme, bam, c'est Visma qui prend le relais. O'Connor va être lâché, puis c'est après la côte à 10 km de l'arrivée que là on va avoir les plus gros dégâts. Pourquoi? Campenart fait la descente. Il y a même un moment où je me suis dit il va se mettre au tas Campenart parce que j'ai vu la roue avant chasser. Il y avait un raccord de goudron dans un virage sur la droite. J'ai vu la roue faire bouger un peu. Je me suis dit oulala, il va se mettre à terre comme il avait mis tout le peloton à terre déjà sur Paris-Nice cette année. Et puis heureusement il a réussi à garder la trajectoire, mais ça va avoir des dégâts. À ce moment-là, elle est moins à l'aise sur un vélo. Je pense à Gall, je pense à Guillaume Martin-Guyonnet. Également Lipovitz ou encore Bourman se font lâcher à ce moment-là. On arrive dans la rampe Saint-Hilaire, la dernière difficulté de la journée. Et là, Pogačar met son équipe à contribution, Narvaez, puis il va mettre Almeida qui remonte de l'arrière. Les deux vont faire un énorme tempo et Pogačar accélère à peu près 300 mètres du sommet. Dans un premier temps, Vingegaard craque, puis il va réussir à revenir dans la roue du coureur slovène. Les deux restent ensemble. Vingegaard décide de ne pas relayer. Il va relayer seulement vers 3 km de l'arrivée. Mais à ce moment-là, il y a un groupe Van Der Poel et Evenepoel qui revient. Et puis ça continue de se regarder. Ce qui permet également à Romain Grégoire de revenir dans le dernier kilomètre malgré des accélérations de Jorgensen et de Almeida. On arrive dans le dernier kilomètre. Almeida a fait un énorme boulot pour Pogačar, même si c'est Van Der Poel qui est dans la roue d'Almeida, car il a fait le forcing pour prendre la roue de Almeida, mais quand Van Der Poel dans son sprint, on sent qu'il n'y a plus grand chose au niveau des cuisseaux, et Pogačar le dépose, et Vingegaard est à deux doigts de revenir également sur le coureur néerlandais qui était un petit peu à court d'énergie à ce moment-là de l'étape. On regarde tout de suite la note de la journée. Moi, je mets 14 sur 20. Non, c'est une journée de... En fait, c'est une journée qui se décompose en deux parties. Il y a eu une journée assez peu passionnante pendant 120 km, en gros, le temps de rejoindre Rouen. Je vous avais dit, on essayait de faire le plus rapidement possible le retour vers Rouen. Bon, on a une échappée de 4, mais on ne peut pas dire qu'il y ait
Enfin voilà, il n'y a jamais eu d'avance, donc on n'a jamais eu d'espoir que l'échappée aille au bout. Très clairement. Surtout qu'on s'est attaqué dès la première côte de la journée dans cette échappée. Derrière, moi je m'attendais à ce que ça déclenche plus tôt. Donc là j'ai été un petit peu déçu. C'est pour ça que je ne mets pas plus. Parce que je m'attendais vraiment à ce que la dernière heure de course soit vraiment nerveuse dès la côte. Alors peut-être pas la côte Jacques-Anquetil, mais la côte d'après. Or on a attendu quand même vraiment les 25 derniers kilomètres pour vraiment accélérer les 25-30 derniers kilomètres. J'aurais voulu peut-être des accélérations auparavant. Et puis après, gros tempo dans le final, où là, c'est vrai que tu es scotché derrière ta télé dans ce duel Visma-UAE, où tu sens vraiment qu'il y a un vrai duel. Il y a certes un duel entre les deux leaders, mais il y a un vrai duel aussi au niveau des lieutenants. C'est-à-dire Jorgensen Almeida, Narvaez Van Aert, il y a des vrais matchs, il y a des vrais combats entre équipiers. On a l'impression un peu d'être un match de foot américain, vous savez, avec la ligne d'attaque et la ligne de défense. Vous savez, les mecs qui sont devant et qui se rentrent dedans. C'est un peu ça. Et l'idée de gagner son duel par rapport à son vis-à-vis, c'est un petit peu le combat qu'on a pour le moment du côté de ce Tour de France. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est à la fois un combat de leader, mais également un combat d'équipier. On va voir maintenant ce que ça va donner jeudi avec l'étape du côté de la Normandie, parce que ça va être une étape très intéressante. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, je vais déjà commencer avec Romain Grégoire. Romain Grégoire qui fait 5 aujourd'hui, qui a fait une super descente de la rampe Saint-Hilaire, parce que Vauquelin n'a pas vraiment totalement réussi à rentrer. Lui, il arrive vraiment à revenir à environ 1 km 800 de l'arrivée. Je trouve qu'il manque encore du monde autour de Romain Grégoire. Aujourd'hui, ce qui fait la différence entre un Romain Grégoire et un Van Der Poel, ou un Romain Grégoire et un Pogačar ou un Vingegaard, c'est l'équipe autour de lui. Il a 2 mecs devant lui, et ensuite il se retrouve tout seul très vite. C'est dommage, il s'est retrouvé un peu trop isolé trop vite. Si on veut miser sur Romain Grégoire à l'avenir du côté de la Groupama, il faudra aussi quand même mettre des équipiers autour de lui sur ce genre d'étape, ou des mecs qui sont en capacité de l'entourer, parce que là il s'est retrouvé un peu seul dans le final. Après je trouve qu'il fait une belle descente. Je trouve que voilà, il a voulu faire le jump tout de suite en se disant ça va se regarder devant, et ça s'est plutôt bien passé. Donc pour moi c'est une journée correcte de Romain Grégoire. Par contre déception, demi-surprise, on va dire, de voir Guillaume Martin perdre un petit peu de temps, parce que en réalité Guillaume Martin c'est pas le mec le plus à l'aise sur un vélo. Donc voilà, sur un final technique comme celui-là, il a peut-être un peu trop réfléchi, Guillaume Martin, quand ça a commencé Guillaume Martin Guyanais, quand ça a commencé à descendre rapidement. Non, je voulais saluer un deuxième coureur qui pour moi aurait mérité hier d'avoir le prix de la combativité avec Jordi Meeus. C'est vrai qu'hier, il n'y a pas eu de prix de la combativité, mais pour moi, les deux ont passé la ligne d'arrivée hier. Et je pense que le prix de la combativité, on aurait pu leur donner ce matin sur le fait de repartir au combat après la chute qu'ils ont subie. Voilà, il n'y a pas eu de prix de la combativité hier. Les primes, on aurait pu les donner aujourd'hui à ces deux coureurs du côté de Century 21, parce qu'à la fois Genière et à la fois Jordi Meeus, ça a quand même été un combat aujourd'hui. Ils n'ont pas abandonné. Ce qui, je trouve, moi, Meeus, très clairement, je ne le voyais pas repartir. Et quand j'ai vu le bilan médical hier soir de Janière, je me suis dit, il y a peu de chances qu'il aille au bout. Alors, il va peut-être prendre le départ, mais avec autant de traumatisme au niveau facial, ça va peut-être pas repartir. Et les deux sont allés au bout, et vraiment, c'est une grande performance. Parce que Janière, c'est son premier Tour de France. Alors oui, il a l'envie, mais... c'est encore un coureur qui peut être un petit peu tendre dans ce genre de situation, et là il a fallu aller au combat sur une étape difficile, sur une journée qui n'était pas en sa faveur, où au niveau des délais fallait passer les délais. Et puis dommage du côté de la Total Energy, mais on reprend une chute encore avec Matteo Vercher qui est tombé à haute vitesse. Donc il faudra voir là également le bilan médical ce soir de l'autre coureur de la Total Energy. Du côté des plus-moins, Martinez,
D'un côté, je me dis, c'est un peu l'échappée improbable, pour tout vous dire, l'échappée de Martinez, parce que aujourd'hui, on l'aurait plutôt attendu dans le final, soit dans un rôle de leader, soit dans un rôle, pardon, où il aidait Buitrago, j'ai mis un petit rototo. Et au final, il est parti en échappée, alors qu'on savait que les 120 premiers kilomètres étaient plats, qu'il y avait peu de chances que l'échappée récupère beaucoup de points au classement de la montagne. Hein, je l'avais dit ce matin, mais c'est vrai qu'avec en gros toutes les difficultés qui étaient dans les 50 derniers kilomètres, que ça incitait pas forcément les coureurs à partir en échappée. Martinez l'a fait. Alors oui, c'est rassuré physiquement, mais c'est quand même de l'énergie consommée. Alors je me souviens, moi, une année d'un Thomas Voeckler qui avait fait ça sur une étape de plat, et puis après, bon, il avait eu 3 semaines de compétition plutôt réussie. Mais je me dis que parfois, c'est un peu de l'énergie. Pour un coureur comme ça, c'est de l'énergie gâchée. Autant si tu m'avais dit ce matin, Phil Bauhaus prend l'échappée ou un Fred Weiss, je te dis ok, d'accord. Ça, c'est plutôt une bonne idée. En plus, Fred Weiss, ça peut être un point de repère derrière. Et puis Bauhaus, il peut prendre des points du côté du sprint intermédiaire. Parce que la montée Jacques Anquetil n'était pas très dure. Martinez, voilà, j'ai un peu plus de mal à comprendre ce choix-là de la part du coureur français. Mais c'était peut-être pour assurer sur sa condition. Pardon, j'ai eu un petit bâillement aussi. En flop, Félix Gall. Mais c'est pas une surprise sur un terrain comme ça. Félix Gall, on sait que c'est pas le coureur le plus à l'aise sur un vélo. Donc quand j'ai vu Campenard s'accélérer, je me suis dit là où il était placé, Gall à ce moment-là il était déjà en dernière position. Je me suis dit il va y avoir des cassures dans la descente et c'est mort pour Félix Gall. Par contre, je suis assez surpris de l'attitude de la Décathlon parce que Félix Gall est lâché. Paré-Pinte l'a pas attendu. Donc on a l'impression qu'il y a 2 leaders dans cette équipe. Moi j'avais pas cette impression-là. Mais c'est vrai que c'est surprenant de voir Aurélien Paré-Peintre ne pas attendre Félix Gall ou ne pas essayer de remonter Félix Gall qui était mal placé. Alors est-ce que il n'a pas reçu les informations dans l'oreillette? Est-ce que Félix Gall n'était pas dans une bonne journée? On a décidé de miser sur Paré-Peintre qui a une bonne pointe de vitesse en se disant il peut peut-être faire un top 10. Mais assez surprenant cette stratégie du côté de l'équipe française de ne pas avoir demandé ou que Paré-Peintre n'ait pas attendu Félix Gall à l'arrivée qui perd quand même un petit peu de temps. Félix Gall aujourd'hui finit à 39, peut-être un peu plus de 39 je crois même. 54, oui, il finit dans le groupe à 54 secondes. Et du côté donc de la Décathlon, vous avez Paré-Peintre qui finit 12e. Donc on n'a pas attendu Félix Gall, donc, qui finit avec le groupe Lipovitz. Mais c'est assez surprenant, voilà, cette attitude-là du côté du coureur de la Décathlon AG2R. Et puis je termine avec la Cofidis. Oui, je me dis quand on a Dylan Tuns à Rambourou, ne pas avoir un des 2 coureurs qui finit dans le top 10, voilà, c'est quand même, ou au moins dans le top 20, dans le top 15, pardon, c'est un petit peu dommageable. Hein. Rambourou est 21, Félix Gall, Dylan Tuns est 26. C'est vrai que j'aurais aimé qu'un de ces 2 coureurs soit plutôt devant. Et c'est assez surprenant également qu'ils n'aient pas attendu Bourman, parce que Bourman finit aujourd'hui à 1,21. Et s'ils étaient distancés assez loin, dans ce cas-là, tu attends ton leader. Si tu peux plus aller chercher la gagne, tu essaies de voir où est ton leader. Là encore, est-ce qu'ils ont eu les informations? Comme il y a eu pas mal de groupes, les voitures n'étaient pas intercalées. Donc je suis pas sûr que les oreillettes passaient correctement, surtout qu'on était en ville. Donc c'est peut-être la raison du côté du coureur, des coureurs de la Cofidis, pardon.
Mais bon, Alex Aramburu, tu as l'impression que depuis le Pays Basque, il a un peu du mal à... Enfin, après cette période avril qui a été très prolifique, il a un peu du mal à relancer la machine. Et Dylan Tuns, ça reste un peu une énigme depuis sa victoire sur la Flèche Wallonne, hein, Dylan Tuns. Et là aussi, cette grande période chez Bahreïn, où pendant 6 mois, il a été très costaud, et puis ensuite, il a rejoint Israël. Il a complètement disparu, et depuis qu'il est chez Cofidis, on ne peut pas dire que sur cette première partie de saison, on a été vraiment émerveillé par son talent. Donc, je rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il gagnait la Flèche Wallonne, hein, Dylan Tuns. Voilà, ça fait un peu mal quand on se rappelle de ça. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, bah, Pogacar, vainqueur du jour. Et puis, moi, ce qui m'a marqué, c'est Narvaez. Énorme boulot aujourd'hui de Narvaez. Almeida, j'ai envie de dire, qui là aussi s'est dépassé pour emmener loin Pogacar, pour essayer d'emmener dans le dernier kilomètre Pogacar. Les deux ont fait un gros tempo. Pogacar a tenté de faire la différence par rapport à Vingegaard, il n'a pas réussi, mais il prend encore 6 secondes de bonification. 6 secondes de bonification par rapport aux Danois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des secondes qui ne sont plus à prendre du côté de Pogacar. On savait aujourd'hui que c'était un terrain qui lui convenait dans le final. Moi, je m'attendais à ce qu'on arrive à sortir en solitaire. Ça n'a pas été le cas. Il faut se dire également que Vingegaard a été impressionnant. Je crois que les deux ont compris que de toute manière, même défaillance, ils seront deuxième. En gros, tu joues soit la première place, soit la deuxième place, à part chute désormais. Pour l'un comme pour l'autre, ça va être un duel parce qu'on voit qu'Evenepoel n'est pas en capacité de se rapprocher de ces deux coureurs-là en bosse. En contre-la-montre, oui, mais pas en bosse du côté du Belge. Après, du côté de Pogacar, 100e victoire en carrière déjà, du côté du Slovène. Moi, j'ai pas eu plus que ça d'effusion de joie, parce que j'ai l'impression que on aurait pu l'avoir déjà dès le Dauphiné, cette 100e victoire, et qu'on a un peu tout fait pour qu'elle arrive sur le Tour de France. Donc j'ai l'impression d'un truc qui était attendu, je dirais pas d'un truc un peu pipoté, mais d'un truc qui a été un peu trop préparé à l'avance et en amont, et ce qui fait que je perds la joie un peu instinctive que j'aurais eu si je me rappelais pas qu'il était déjà à 99 victoires et que ça fait depuis 10 jours qu'on nous rappelle, qu'on nous rabâche du côté des médias et notamment des réseaux sociaux que ça va être la 100e victoire de Pogacar, que Pogacar va aller chercher la 100e victoire à chaque fois sur ce Tour de France. Donc j'ai pas énormément d'effusion de joie, même si encore une fois ça démontre pour le moment la domination et la carrière et l'extrême polyvalence de Pogacar et le respect que j'ai pour cette extrême polyvalence du côté de Pogacar. Mais sur cette 100e victoire en elle-même, ça m'a fait presque ni chaud ni froid qu'il atteigne ce chiffre-là sur le Tour de France avec ce maillot de champion du monde. Mais voilà, encore du bon Pogacar. Là, contrairement à Boulogne, il n'a pas fait la même erreur. Il déclenche plus tôt. À Boulogne, il a déclenché trop tard. Là, il est vraiment parti au bon timing. Et puis, Van Der Poel était, contrairement à Boulogne, un peu à court d'énergie après l'effort qu'il avait dû faire pour revenir sur le faux plat juste après la rampe Saint-Hilaire. Donc c'est une belle victoire pour Pogacar, des secondes de bonification de récupérer, et puis une belle satisfaction de s'imposer sur son terrain, parce que c'est vrai que ça aurait été dur à encaisser si Vingegaard avait battu Pogacar sur un terrain punchy qui est plutôt à l'avantage du Slovène. Deuxième coureur top, Oscar Onley, très belle 4e place du côté d'Oscar Onley. N'oublions pas que ça rapporte des points importants au niveau du classement UCI et que Picnic en a bien besoin pour le moment. Et puis il confirme ses qualités de puncher grimpeur, Oscar Onley. On se souvient notamment du Tour de l'Under. C'est là où il nous avait impressionné la première fois. Mais on sait qu'Oscar Onley, sur ce terrain-là, c'est quand même un coureur qui est extrêmement
performant. Moi, je suis content aussi parce qu'il était bien placé à la sortie de la descente. Et moi, j'avais un peu peur. Il est en plus replacé par un équipier, mais il était quand même bien dans la descente. Et moi, j'avais un peu peur du côté d'Oscar Only parce que c'est quand même un mec qui s'est déjà fait 3 ou 4 clavicules dans sa carrière. C'est un mec qui est tombé souvent, Oscar Only. J'avais un peu peur qu'il ait un peu d'impréhension dans la descente où ça allait extrêmement vite, mais pas du tout. Il a réussi à garder le contact avec le groupe de tête. Et après, il n'a pas fait de vague aujourd'hui. C'est pas celui qui a été le plus entreprenant. Par contre, à la fin, ça a été efficace de la part d'Oscar Only qui a pu aller chercher cette belle 4e place. Et ça va être une satisfaction du côté de la pique-nique post-Néel parce qu'on sait que cette équipe est quand même en difficulté au niveau des points UCI. Et là, ça va faire le plus grand bien à l'équipe néerlandaise. Et puis je termine avec Vingegaard. Alors déjà, on peut saluer le travail de Jorgensen qui n'a pas hésité à attaquer une fois, 2 fois. On sent qu'on est dans un... Encore une fois, on essaye de rentrer dans la tête de l'adversaire et dans la tête des équipiers de son adversaire. C'est vraiment l'idée, on a l'impression, entre la Visma et la UAE, il y a une vraie bagarre collective qu'on n'a pas forcément eu également les années précédentes. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que Vingegaard, ce soir, malgré le fait qu'il ait souvent un visage impassible, il a un petit sourire en coin parce qu'il doit se dire, sur un terrain comme celui-là, qui n'est pas du tout à mon avantage, qui est plutôt favorable à Pogačar, en sachant que lui ne fait pas de classique, hein, même Liège-Bastogne-Liège, il l'a peut-être fait il y a longtemps, mais il ne l'a pas fait depuis au moins sur les 3-4 dernières années. Vingegaard doit se dire, là j'ai réussi à tenir le meilleur au monde, ou l'un des meilleurs au monde, sur ce terrain. Et surtout, normalement aujourd'hui, vu comment il a animé la course, j'aurais dû perdre au moins 10 à 15 secondes. Et aujourd'hui, je perds rien du tout, quasiment, à part les 6 secondes de bonification à l'arrivée. C'est presque même là où Vingegaard il peut avoir des regrets parce qu'il arrête de pédaler assez tôt alors que Van Der Poel est vraiment cuit complètement et il relance son sprint mais un peu tard, ce qui fait que Van Der Poel arrive à garder la 2e place. Parce que sinon, ça aurait encore été mieux de la part de Jonas Vingegaard. Mais encore une fois, sur un terrain qui ne lui était pas propice, qui ne lui était pas favorable, il s'en sort extrêmement bien par rapport à Tadej Pogačar. Et en plus, il a la confiance. Alors dommage du côté de Vingegaard, c'est sa femme à parler. Sa femme qui critique un petit peu Van Aert, qui considère que Van Aert ne fait pas un suffisamment bon travail d'équipier. Après, je me rappelle... les joutes verbales qu'on avait sur les réseaux sociaux en 2012 entre la femme de Wiggins et la femme de Froome, chacun reprochant à l'autre de ne pas respecter, on va dire, le contrat. La femme de Wiggins disait que Froome ne roulait pas assez pour son mari. La femme de Froome disait si ton mari est si fort que ça, moi je pense que Froome est largement meilleur que ton mari et qui doit jouer sa carte. Et ça c'était un peu par tweet interposé à l'époque. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu dommageable parce que c'est le genre de propos qui peut vraiment mettre une mauvaise ambiance dans un groupe. Et sur 3 semaines, ça peut être difficile à digérer dans ce genre de cas. Donc je pense que la femme de Vingegaard aurait pu s'abstenir ces phrases sur Wout van Aert. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Je viens de voir que j'ai fait une petite erreur de manipulation lors de la dernière partie que j'ai enregistrée parce que je vous ai laissé le classement à l'écran. Alors que ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt à ce moment-là. On va parler des bonnets d'âne du jour pour finir et conclure. On va commencer avec Ben O'Connor. Mauvaise journée pour Ben O'Connor. On a bien compris que du côté de l'Australien, on ne s'est pas remis de sa chute. Là aujourd'hui, je dirais qu'il a tenté un maximum de limiter la casse, mais c'est quand même le premier coureur important qui a été lâché si on se fie aux images de Anthony Forestier, parce que là aussi il a du mal on a eu beaucoup d'images de Julien Lafilippe, alors que j'aurais peut-être préféré avoir des images de Buitrago notamment, qui a été lâché également tôt, vu l'écart qui s'est pris à l'arrivée, mais qui n'a pas été énormément montré. Donc oui, du côté de Ben O'Connor, le rendez-vous avec le Tour de France est compliqué quand même ces dernières années, parce qu'il a fait 4e du Tour de France,
Et puis après, derrière, il a dû laisser sa place à Félix Gall. Bon, l'an dernier, il n'a pas participé au Tour de France, mais c'est vrai que depuis cette 4e place, les rendez-vous sont un petit peu manqués avec la grande boucle. Et là, c'est vrai que cette chute qui est arrivée tôt dans l'épreuve, eh bien, ne l'aide pas du tout. Alors c'est vrai qu'il a été tombé extrêmement violemment. Ben O'Connor, j'avais dit, il va falloir se méfier sur sa capacité à repartir désormais. Et là, c'est vrai qu'on le voit très clairement que cette chute a des conséquences. Alors, on va voir maintenant comment ça va repartir dans les jours à venir. Déjà demain, le chrono, s'il y a des douleurs. Et puis dès jeudi, parce qu'avec 3000 mètres de dénivelé positif et plus du côté de la Normandie, c'est une étape où il va falloir être à 100% et pas à 80% ou 70% de ses capacités. Sinon, ça peut être une journée très dangereuse, surtout qu'on ne va pas se mentir que du côté de la Jaïkoaloula, pour le moment, on n'est pas vraiment impressionné par le collectif et notamment par Eddie Dunbar. Donc il va falloir également voir comment ça va se passer du côté de l'équipe australienne. Arabo-australienne, je ne sais pas comment on doit dire, du côté de cette équipe. Deuxième, Buitrago. J'ai envie de dire, c'est le résumé de sa saison. Il y a eu quelques plus et beaucoup de moins. C'est un terrain quand même qui correspond à ses qualités aux Colombiens. Ça correspond plus à ses qualités qu'à Enric Mas, par exemple. Donc c'est un terrain où normalement il est à l'aise, un terrain très punchy. C'est un coureur qui a déjà eu des résultats, notamment sur les classiques ardennaises, Santiago Buitrago. Là, il perd beaucoup de temps aujourd'hui. Il est dans le groupe Félix Gall. Que Félix Gall perde du temps, c'était presque attendu. Que Buitrago en perde et en perde autant, là, c'est un petit peu plus une surprise. Surtout sur un terrain qui est plutôt favorable pour lui. Donc pour moi, il est passé à côté du côté de cette course. Et je pense qu'il peut être déçu de la performance qu'il a réalisée aujourd'hui, Santiago Buitrago. Donc c'est un petit peu une déception pour moi, pour le coureur colombien. Je m'attendais à mieux, du Colombien. Troisième flop, Tudor. Alors certes, Alaphilippe a eu des problèmes techniques. Ça, on est d'accord là-dessus. Par contre, Marc Hirschi, 20e. Alors Marc Hirschi, sa saison, incroyable. La première semaine de sa saison, super. Alors, vraiment, il est au top de sa forme. Depuis, on a l'impression qu'il a perdu le mojo, qu'il n'arrive pas à repartir. C'est incroyable l'année de Hirschi, parce que c'était vraiment l'année de la relance. On rappelle quand même que son agent, c'est Fabian Cancellara, donc il est dans l'équipe de son agent. Le projet est quand même tourné autour de lui en majorité, et il passe complètement à côté. Alors est-ce que c'est parce qu'il a du mal à supporter la pression qu'il a sur les épaules? Est-ce qu'il est un peu trop dans une situation de confort et qu'il faudrait le mettre un peu plus en danger dans cette formation? Mais autant on a vu Alaphilippe, autant on a vu Storer, autant Hirschi, invisible depuis le début de saison. Et puis Storer, il perd 10 minutes aujourd'hui. C'est là où tu vois que l'enchaînement Giro Tour de France, il est quand même extrêmement compliqué pour les coureurs. Que ce qu'a fait l'an dernier Pogacar, c'était quand même loin d'être anodin. Le fait d'enchaîner le Giro et le Tour de France et de réussir à remporter une victoire sur les deux. Le fait même de réussir à être performant sur ces deux épreuves est extrêmement compliqué. Et on s'en aperçoit avec Storer aujourd'hui. 10 minutes 50 de perdu. Donc c'est lui certainement le premier leader à avoir été lâché. Sauf qu'on ne l'a pas forcément vu sur les écrans. Et c'est dommage pour l'équipe suisse. Après, ça veut dire qu'ils vont pouvoir partir en échappée. Et il y aura peut-être des belles opportunités pour avoir une victoire d'étape du côté de la formation Helvète. Et puis je termine avec Astana. Oui, c'est surprenant là aussi. On a une belle équipe de punchers du côté d'Astana, le mieux classé aujourd'hui. Du côté de
de cette formation XDS Astana, c'est Champoussin, mais seulement 25e. Velasco 36, Higuita 59, Terrada perd un quart d'heure. Il n'est pas du tout dans son assiette, hein, Terrada, parce que je veux bien qu'on décide de ménager ses forces. Finir quand même avec Chessebol et Ballerini sur une étape comme celle-là, ça veut dire qu'on est vraiment pas au top de sa forme. Et c'est dommage, hein, parce qu'on a quand même des bons punchers du côté de cette formation. Est-ce qu'ils ont été gênés par la chute à 24-25 km de l'arrivée? Ça, c'est une grande interrogation. Parce que je m'attendais quand même à avoir un Astana dans le top 15. Et là, je n'en vois aucun. Et j'ai été assez surpris par cela. Donc pour moi, c'est une déception aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un registre de course qui leur correspond extrêmement bien. Champoussin, Velasco sont très forts dans ce domaine. Alors Higuita, le problème, il a été très fort dans ce domaine il y a quelques années, mais aujourd'hui, il est quand même transparent, même dans cette équipe. Mais c'est vrai que de voir aucun des deux aujourd'hui, ni Champoussin, ni Velasco, ni Terrada, bien positionné à l'arrivée, c'est un petit peu une surprise pour moi. Alors oui, j'aurais pu mettre Lipovic, qui n'a pas passé une bonne étape aujourd'hui et qui est passé à côté. On aurait pu mettre également Carlos Rodriguez, qui continue à perdre du temps, l'Espagnol, et qui va se retrouver après le contre-la-montre peut-être à 2 minutes 45, 3 minutes des leaders, ce qui va commencer à être vraiment énorme. Enric Mas a perdu un peu de temps, mais là c'est aussi pas forcément son terrain de prédilection. On peut noter aussi la belle performance d'Alex Bonin du côté des Français, mais voilà, il y a eu quelques difficultés pour certains coureurs, et c'est vrai que j'aurais pu en mettre d'autres par rapport à nos amis d'Astana, mais moi j'attendais vraiment à mieux du côté d'Astana. J'espère qu'on n'est pas déjà en train d'avoir une période de moins bien du côté de cette formation, parce que pour l'instant ils font partie des sauvés, mais le combat est loin d'être terminé du côté de cette formation. On regarde tout de suite le classement de l'étape. Vous en avez vu une partie tout à l'heure, je m'en excuse encore une fois sur les parties précédentes où voilà, je me suis trompé au niveau de l'affichage sur OBS et je m'en suis pas aperçu tout de suite. Pogacar, donc vainqueur de l'étape devant Van Der Poel, Vingegaard, Olni. Grégoire 5e devant Almeida. Evenepoel prend 3 secondes. Skjelmose en prend 7. Il n'a jamais réussi à revenir après la rampe Saint-Hilaire. C'est quand même une légère déception pour moi. Et puis au Vauclin devant Wout van Aert. Voilà, et puis on retrouve Paré-Pin, Baudin qui sont 12 et 13. Parmi les coureurs qui ont perdu du temps sur cette journée, donc comme on le disait, Clément Champoussin, Carlos Rodriguez, vous avez Blackmore également, vous avez Félix Gall, Lipovic, Buitrago, Steph Kras, Guillaume Martin Guyonnet également qui a perdu du temps, Emmanuel Bourman, Eddie Dunbar, Ben O'Connor qui perd 1,49, là c'est assez sévère pour lui. Sepkus et Poles également qui ont perdu du temps. Vlasov 3,08, donc le leader c'est désormais Roglic du côté de cette formation. Tobias Allan Johannesson qui a perdu également une trentaine de secondes aujourd'hui du côté de cette étape. On regarde Geraint Thomas aussi qui a fini loin, mais Geraint Thomas il n'est pas dans son asset sur ce Tour de France, il prend pas de plaisir voilà, pour le moment dans cette épreuve. Du côté du classement du maillot jaune, quelques changements, derrière Van Der Poel, Pogacar est à égalité de temps, mais c'est Van Der Poel qui aura le maillot jaune, et ça c'est l'idéal, parce que ça veut dire moins de protocole, mais surtout pas obligé de porter la combinaison jaune, qui des fois est pas toujours extrêmement bien ajustée. Vingegaard est 3e devant Jorgensen et Vauclin, on retrouve ensuite Enric Mas, 6e devant Oscar Only, Almeida, Evenepoel et Skjelmose. Du côté du maillot vert, c'est Milan qui est en tête, devant Guermey, Van Der Poel, Pogacar et Merlier. Le maillot à pois est emmené par Pogacar avec Tim Willems et Vingegaard. Le maillot blanc, c'est Vauclin, avec 29 secondes d'avance sur Olni, qui a repris un petit peu de temps. Evenepoel, Skjelmose, Blackmore. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien la Visma Leasebike devant la Groupama, UAE, Cofidis, Decathlon. On regarde tout de suite l'étape du Giro, et qui dit sprint, qui était attendu ce matin, parce qu'il n'y a que les commentateurs d'Eurosport pour dire
Oui, on s'attendait peut-être à ce qu'on ait un sprint en petit comité avec une côte au bout de 15 bornes de l'arrivée sur une étape de 120. Ça veut dire qu'il y avait encore 100 km de descente toute plate. Tu vas me dire comment tu vas faire pour qu'il n'y ait pas un groupe qui revienne de l'arrière. Enfin, je trouve que sur ce Tour d'Italie féminin, alors il y a Audrey Cordon-Aragon, mais le mec qui est avec Audrey Cordon-Aragon, c'est pas le meilleur du monde. Parce que hier, sur l'étape d'Aprica, il nous disait « Ah bah je comprends pas pourquoi Lorena Vibes n'a pas passé la bosse ». Ça reste quand même une montée de 12 à 13 km, donc autant te dire que Lorena Vibes, je sais bien qu'elle a progressé dans les bosses, mais ça reste un petit peu compliqué pour elle. Et puis là aujourd'hui, ils étaient aussi un petit peu perdus. Alors cette étape a été marquée par une chute qui a coupé le peloton avec seulement une dizaine de filles devant et même moins d'une dizaine de filles devant. Et ensuite derrière, eh bien, ça a été un petit peu le branle-bas de combat. Chute qui est arrivée dans les 3 derniers kilomètres. Donc le temps de repartir, eh bien, c'était fini. Des chances de victoire pour le groupe de derrière. Il fallait éviter la chute. Et à ce petit jeu-là, eh bien, les SD Works ont été extrêmement doués. Contrairement à d'autres formations qui ont perdu toute chance, tout espoir de jouer la gagne. Et forcément, si la SD Works est en surnombre avec la meilleure sprinteuse du monde, eh bien, il n'y a pas véritablement de miracle. 110e victoire chez les pros, ou 111e déjà pour Lorena Vibes, il faut faire le compte. Du côté de la néerlandaise qui n'en a plus 106e, voilà, donc j'ai pas du tout les mêmes chiffres que Audrey Cordon-Aragon, mais 106e victoire chez les pros pour Lorena Vibes, ça veut dire plus qu'un certain Tadej Pogačar, mais également que pas mal de sprinteurs aujourd'hui en activité chez les pros, et avec une fille qui a dominé, mais il a manqué un peu d'opposition sur ce sprint, c'est vrai, vu que Marianne Vos par exemple était distancée, Chiara Consoni également était distancée, donc c'est vrai qu'il m'a manqué un petit peu d'adversité, car à part Josie Nelson, personne n'a été en mesure déjà de suivre la roue de Vibes avant même le sprint. Et puis ensuite, Josie Nelson, elle a tout tenté, mais elle manquait de puissance par rapport à Vibes, qui pourtant a fait une erreur, car elle a lancé extrêmement loin, extrêmement tôt, son sprint. 3e, Kopecky, qui a emmené le sprint pour Vibes. On peut saluer l'énorme travail de Guaricci pendant les 3 derniers kilomètres, qui s'est retrouvé à tenir le manche de ce petit groupe, et qui a dû revenir déjà sur Schweinberger qui faisait un grand Nivero, et puis ensuite qui a dû tout faire pour éviter que ça remonte de l'arrière par rapport à Vibes. On peut noter la 4e place de Longo Borghini, mais qui a eu du mal à suivre la cadence de Kopecky sur le plat, avec Van der Wolf pour EF qui prend une 5e place, et ça va redonner un petit peu de baume au cœur à l'équipe américaine, qui a eu un début de course pas simple, notamment hier avec pas mal de chutes. Et donc Schoenberger 6 devant Guaricci et Gasparini, je crois, qui était également dans le premier peloton. Marianne Vos remporte le sprint du peloton devant Marthe Troyan et Quinty Tone du côté des Françaises. J'ai eu l'impression qu'on n'est pas allé à terre. Ce qui est déjà une bonne nouvelle pour Evita Music et Juliette Labousse, mais on était dans le 2e peloton. Parmi les filles qui sont tombées, on a Celia Géry, notamment du côté de la FDJ Suez, et Loche Ardegest également, et puis Marta Cavalli également, qui a perdu du temps sur cette étape, et là c'est bien dommageable, avec Chiaboko du côté de la Picnic. Donc voilà, il y a pas mal de filles de la Picnic qui ont perdu du temps. Également Trinka Colonel, il faudra voir comment ces filles-là vont réussir à repartir. Pas de souci pour la maillot rose Marlène Reusser, qui a été ralentie, mais qui me semble-t-il n'est pas tombée. Et ça avait l'air d'être plutôt la bonne ambiance. Enfin, l'ancienne maillot rose, puisque la maillot rose en ce moment c'est Anna Anderson, mais l'ancienne maillot rose Marlène Reusser, voilà, qui était plutôt souriante à l'arrivée. J'ai pas vu Zigart ni Mollman à l'arrivée, mais bon, je dirais qu'elles ont fini devant la Movistar, donc ça a dû plutôt bien se passer pour elles. Et puis bien Anna Anderson également, qui a fini avec le sourire à l'arrivée, donc pas vraiment de problème
pour le maillot rose de l'épreuve. On regarde le classement général, donc le classement d'étape Vibus, Nelson, Kopecky. Le classement général, donc toujours Anna Anderson devant Marlene Reusser, Elisa Gongo, Borghini, Van der Breggen et Trinka Colonel. Pas de changement dans le top 30 de ce classement général, vu que tous les temps ont été arrêtés car la chute était dans les 3 derniers kilomètres. Le maillot vert est emmené par Anna Anderson, juste derrière Vibus, Longo Borghini, Dixline Miramont et Marlene Reusser. Le classement de la montagne toujours désormais emmené par Ostolazza, Uzoa de la Laboral Cuccia devant Gigante et Vita Music. Le classement du maillot blanc emmené par Niedermayer devant Holtgren et Schladenova. Mais là encore, pas vraiment de modification de surprise dans ce classement. Et le classement par équipe, c'est la Lidl Trade devant Canyon SRAM, Edge Insurance, Phoenix et SD Works. Demain, étape numéro 4 du côté de ce Tour d'Italie féminin. On part de Castello Tezzino pour aller au Pianezze. Là, ça sera une grosse bagarre entre les leaders. 11 km à 7,4 de moyenne pour finir sur une étape quand même un petit peu plus longue que les derniers jours. 142 km avec le Muro di Cia di Poggio qu'on a pris déjà de nombreuses reprises chez les garçons. C'est vraiment une montée très raide. 1 km à 12%. Et puis on aura également le Stanto Stefano juste avant ce Pianezze Valdobbiadene. Voilà, avec 11 km à 7,4 de moyenne. Le Valdobbiadene, c'est déjà une montée également qu'on a pris. Alors peut-être pas par ce versant à l'époque, mais on l'a pris il y a peut-être l'an dernier ou l'année d'avant sur le Tour d'Italie chez les garçons. Et puis le Muro di Cia del Poggio, vous voyez, hein, c'est 1 km, mais c'est extrêmement dur du côté de cette étape. Et donc on en parlera demain soir après la vidéo du Tour de France. Nous, on se retrouve demain avec le Tour de France, avec la présentation de l'étape numéro 5, le contre-la-montre. On reviendra sur le parcours de cette étape, tourisme, gastronomie comme d'habitude. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!